l'offre et la demande d'expertise va se rencontrer, qu'il y aura un partage, qu'on va apprendre des choses, qu'on va être innovant, parce qu'ici, si ça se fait déjà et depuis 2-3 ans, ça n'a pas sa place. Ici, on essaie de regarder ce qui va se passer demain. On a eu donc 500 inscriptions sur le site, ce qui était bien. On a des chefs de produits, des directeurs de clientèle, des responsables médias, des consultants. Donc voilà, ça devrait être pas mal. La première édition, ça a eu lieu en septembre 2009. Le thème, c'était les tendances 2.0. Ensuite, en mars, on a eu innovation sociale et réseaux sociaux. Cette fois-ci, on aura l'interaction 2.0 qu'on va explorer sur tous ces aspects. On a fait une carte des acteurs du brand content parce qu'on va parler aujourd'hui sur l'interaction, on va parler de contenu autour desquels les gens interagissent. On va parler effectivement de gens sur des réseaux sociaux qui interagissent. On va parler de réseaux dans le sens média, à la fois Internet, mobile, la télé. J'ai fait un appel à partir de ce thème-là. J'ai écrit un draft. Et ensuite, les gens se sont dit, tiens, moi ça m'interpelle, j'ai envie de venir parler de ci, de ça. J'ai regardé si c'était assez innovant. J'ai regardé si on dépassait la vision des médias qui interagissent et si on arrivait à voir que derrière les médias qui interagissent, il y a effectivement des gens qui se mettent en contact, qui ont des projets, qu'ils essayent de réaliser. Et si effectivement ces conditions étaient réunies et si aussi il y avait un cas intéressant à partager, ils sont rentrés au programme. Globalement, on est ici à l'échangeur, PME, qui dépend de la Chambre de commerce de Paris. Donc, merci à eux de nous accueillir. À côté, il y a le DevCom qui prend pas mal de place et qui est un salon assez intéressant pour ceux qui veulent développer leur entreprise. Donc, il y a plein de conférences partout qui ont lieu en même temps. On se retrouvera en mars 2010 pour parler de relations 2.0, 2011. Je vais passer la main donc à Philippe qui gère Marseille 2.0, puisqu'à partir du réseau PSIT, on est en train de développer le réseau et d'avoir un réseau de villes dans lesquelles des acteurs comme moi mobilisent leur réseau autour du 2.0. Merci Jérémy. Donc moi je suis Philippe, je me présente, Philippe Français, donc je dirige une agence de community management en fait à Marseille, ça s'appelle Aller-Retour, et en même temps plusieurs organisations professionnelles des métiers de la communication, comme la Cité des médias et de la communication, qui est basée à Marseille. Donc comme le disait Jérémy, l'année dernière, dans la lignée de Paris 2.0, on a décidé d'organiser sur le même modèle, le même type de manifestation. Voilà. Pour une fois que Marseille et Paris jouent dans la même équipe, je crois que ça méritait d'être souligné. Donc avec Jérémy, on a décidé de mettre en œuvre en fait les mêmes principes. Tout ce que vient d'expliquer Jérémy fonctionne de la même façon à Marseille. Et en fait, à Marseille, il y a une dizaine d'entreprises qui se sont mises ensemble pour co-organiser Marseille 2.0. L'an dernier, c'était au mois de mai, ça a eu lieu sur le thème de la culture 2.0, puisque vous savez que Marseille va être en 2013 capitale européenne de la culture. Donc on a voulu faire se rencontrer les gens du milieu artistique, les organisateurs d'événements culturels, avec les start-up, avec les agences, avec les gens qui faisaient du 2.0 dans la région, de façon à ce qu'ensemble, ils essayent d'imaginer de nouvelles façons de faire de la communication, de faire du marketing autour de la culture et de l'art. On renouvelle l'opération au mois de février, puisque le 4 février prochain aura lieu la deuxième édition de Marseille 2.0, cette fois-ci sur un thème très sensible à Marseille, qui est gouverner 2.0, gouverner la cité. Et Dieu sait si on a besoin de bien la gouverner à Marseille, mais gouverner aussi l'entreprise, puisque pendant donc cette session, on va parler de la gouvernance 2.0, d'intelligence collective ou d'alchimie des multitudes, je ne sais pas quel terme il faut utiliser, mais en fait, comment est-ce qu'en fait, ensemble, on peut mieux gérer une organisation, une entreprise, une ville, un pays, un État et différentes organisations. Donc voilà, ça sont le thème de la prochaine édition. Et là aussi, on espère en fait se faire rencontrer des milieux différents, parce que je crois que c'est un peu la philosophie à la fois du réseau PSIT et à la fois de Paris 2.0, Marseille 2.0, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer, se retrouvent dans la même salle et arrivent à échanger des expériences, puisque dans ce domaine-là, il n'y a pas de gourou, hein, on n'a pas réussi à théoriser encore et à conceptualiser de façon très formelle comment tout ça fonctionnait, et que donc la meilleure façon d'avancer, c'est de partager des expériences. Donc c'est aussi le but de Marseille 2.0. Et ça fait des petits, puisque entre Paris et Marseille, on a carrément passé la Méditerranée, et puisque va s'organiser bientôt le Tunis 2.0 aussi,
Et on a avec nous celui qui va en être l'une des chevilles ouvrières, Magid. Je lui laisse la parole. Magid Labidi, donc je le laisse se présenter. Bonjour, alors c'est Magid. On gère une entreprise de communication online en Tunisie. C'est bon? Là, tout de suite? C'est bon? Alors, je recommence. Alors c'est Magid, je gère une entreprise qui s'appelle Madison Customer Leadership en Tunisie. On fait de la communication web. Non? Là? Ouais, voilà. Ouais, c'est pire. J'ai jamais chanté. Hein. Alors je gère une entreprise de communication web en Tunisie qui s'appelle Madison Customer Leadership. Et nous parlons de marques, de produits, tout ça. Et nous avons comme client une entreprise de télécommunications qui s'embarque avec nous pour créer le Tunis de zéro. Alors nous sommes là, nous, pour apprendre, pour voir ce qui se passe dans ces nouveaux métiers que nous maîtrisons peut-être pas en Tunisie. Il faut dire que la Tunisie, c'est un pays où la connexion web a pris une ampleur très importante en l'espace de 2-3 ans. La moitié de la population tunisienne est connectée sur le web, mais ne connaît peut-être pas toutes les ficelles, tout ce qu'il faut faire, que ce soit les entreprises ou les particuliers. Alors là, nous, on est venus juste pour apprendre, pour voir comment que ça se passe. Et avec Jérémy et Philippe, on organiserait le Tunis de zéro au début avril 2011. Quoi. Merci. Merci Majid. Je vais remercier les différentes personnes qui nous ont aidés à organiser. Si tu peux mettre le micro, comme ça, on s'aide chacun là. Je crois que c'est dans l'autre sens, là. Faut le mettre tout comme ça. Je vais remercier les différentes personnes, puis on va passer à la première table ronde. Alors, qui nous aide? Donc, il y a André Dan qui va gérer cette salle pendant toute la journée, qui est là. Si tu veux, viens te présenter. Moi, je me suis déjà présenté. Notre maître de conférence. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est important d'être prêt pour un certain nombre d'heures. Beaucoup de gens m'ont déjà dit qu'ils sont là pour quelques heures. Et ce qui est formidable dans le programme que nous a concocté Jérémy, c'est qu'à chaque demi-heure, il se passe quelque chose de formidable. Donc profitons-en tous ensemble. Merci André, qui donc a son entreprise qui s'appelle Challengy. Frédéric Desclos, donc qui gère l'espace échangeur CCIP, donc merci à lui. Vincent Martinet qui gère tout ce qui est newsletter et tout ce qui est espace en ligne de messages à agency. Julien qui gère la captation aujourd'hui de l'événement. Pierre Glouman qui est notre community manager moustachu, qui gère tout ce qui est réseau upsite sur Twitter, Facebook et partout. Johanna, que vous avez dû apercevoir à l'accueil, donc charmante, pleine de stratégique, qui s'est beaucoup impliquée sur l'événement. Hugo aussi, qui nous a beaucoup aidé, qui est planeur. Arthur qui est là, que vous avez vu à l'accueil, qui est un petit peu malade aujourd'hui, mais qui est quand même venu et qui, merci à lui, il était vraiment tout le temps là. Il y a Oriane aussi, qui nous a aidé à trouver des intervenants, à répondre à leurs questions. Mélanie nous a aidé pour les contacts presse. La direction artistique, c'était l'Argentin qui nous a aidés. Donc on va commencer maintenant, si les intervenants veulent bien venir sur scène pour la table ronde. Alors, le premier d'entre eux, donc Daniel Beau, qui donc travaille pour Calicanti, d'ailleurs tu en es le PDG. François Véron, qui est planeur stratégique pour SQLI, qui est une agence interactive. Mets-toi là, Ségolène, enlève les micros. Ah, tu vas être dans le... D'accord. Ah oui, d'accord. Bah, c'est vrai qu'il faut qu'on essaye de voir l'écran.
Ségolène qui est donc responsable des opérations spéciales, marketing opérationnel chez auféminin.com. Et moi-même. On va introduire le sujet de cette journée de conférence, donc l'interactivité 2.0. Au cours de cette table ronde, on va bien vous montrer aussi que on va beaucoup parler de brand content, de gens qui interagissent, de médias interactifs, et on va essayer de voir comment la communication a évolué pour devenir plus interactive, en passant par le buzz et en allant aujourd'hui vers d'autres formes de communication. Donc moi, ça fait à peu près 4 ans que je suis parti dans un... Je sais pas, comment on pourrait dire ça, dans une quête, d'essayer d'avoir une approche des marques qui soit pas que un ADN, que des valeurs, que quelque chose d'assez statique, identitaire et statutaire, d'essayer de dire aux marques qu'elles ont un pouvoir relationnel, qu'elles doivent créer des liens entre les gens, qu'elles doivent permettre la rencontre et qu'elles doivent accompagner les gens et pas simplement les interrompre pour leur vendre leurs produits, essayer d'avoir une démarche un peu plus généreuse. Donc ça, c'est un peu mon truc. Il y a un petit moment, j'ai commencé à parler d'accomplissement de soi, de dire qu'aujourd'hui, il y avait des gens qui cherchaient à se réaliser, à être eux-mêmes, et que on pouvait percevoir ça comme étant de l'individualisme, mais que finalement, c'était une forme de moi-nous. C'est j'ai envie d'être moi et j'ai envie d'être connecté avec les autres. J'ai envie de m'accomplir, de me réaliser et d'être en contact avec les gens. Et que cette besoin de réalisation passait aussi par le fait de faire. On voit par exemple le programme Un dîner presque parfait. On voit aussi la communication du BHV qui s'est repositionné comme étant le magasin du faire. C'est en faisant qu'on apprend et c'est en faisant des choses et en apprenant qu'on peut ensuite partager son expérience avec d'autres personnes. Et effectivement, c'est cette idée qu'on n'est pas seul, qu'il y a d'autres personnes, qu'on doit être responsable. Donc c'est toute cette montée des valeurs éthiques. Derrière ça, je me suis intéressé à l'identité interactive que j'ai trouvée assez intéressante. Finalement, aujourd'hui, notre identité sur Internet est ouverte, donc ça soulève plein de questions mes données, comment elles sont utilisées, comment elles sont exploitées, etc. Mais finalement, ce qui est génial, c'est que cette identité, elle est co-construite avec les autres sur notre page. Il y a des gens qui viennent nourrir ce qu'on fait, ce qu'on dit. Et aujourd'hui, l'identité, elle dépend surtout de notre action. Que ce soit dans Facebook ou que ce soit dans Twitter, ou même sur mon portable quand j'envoie un SMS, je dis pas qui je suis, je dis ce que je fais. Et ça me permet effectivement, avec les nouvelles technologies, d'arriver à une sorte d'empowerment, d'avoir plus de moyens de réalisation, parce que je suis en contact avec des gens sur Internet, j'ai accès sur Internet à des contenus qui me donnent des moyens de réalisation dans la vie réelle. Globalement, je suis en contact avec des gens comme moi, plein de gens. Alors certains disent, mais est-ce que c'est des amis, est-ce que c'est des collègues? Oui, quelque part, ce sont des amis, ce sont des collègues. Et entre les deux, il y a quelque chose d'un peu bizarre qui s'est construit, qui est des gens comme moi. Des gens comme moi que j'arrive à trouver sur Internet à partir de mots-clés dans mes réseaux. Parce que je sais que certains aiment les films ou les fringues, ou si j'ai envie d'aller à un concert, je sais que je peux les contacter. Et ces gens-là, maintenant, je peux les actionner, je peux aller les chercher. J'ai des liens, j'ai tissé des liens. Et ces liens, à un moment donné, quand je fais quelque chose, je peux aller les chercher. Et on va construire comme ça des réseaux. Chacun va avoir son réseau, être dans le réseau de quelqu'un d'autre. Et c'est assez proche de ce que j'ai essayé de décrire comme étant l'identité interactive. C'est que les gens se définissant par des actions et étant actionnables, effectivement, on peut interagir les uns avec les autres. Après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des réseaux diffus et non pas comme la campagne de McCain il y a quelques années contre Obama. Il est passé par une agence de RP et toute sa communication avait un seul point. Donc il n'avait pas accès, il n'était pas en communication avec beaucoup de monde. Par contre, Obama, qui avait un réseau beaucoup plus diffus, effectivement, avait accès à des gens assez éloignés de lui et il pouvait effectivement les impliquer, les mobiliser dans sa campagne. Ce qui est intéressant, et on commence à s'en rendre compte finalement, c'est que Facebook et tous ces médias comme Twitter, etc., ne sont pas faits que pour discuter en ligne des heures autour des marques, autour de ce qu'on fait.
moi, j'ai été assez étonné quand même dans l'histoire des apéros Facebook. Tout d'un coup, les gens se sont rendus compte que les jeunes ou les ados, ne passaient pas leur temps sur Facebook à discuter, ils se voyaient aussi dans la vraie vie, et qu'à se voir dans la vraie vie, ils pouvaient effectivement avoir une action collective. C'était genre la révélation. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont toujours pas compris que sur Facebook, en fait, on se parle pour faire quelque chose. Et Facebook, on parle de tout et on fait tout. Donc aujourd'hui, c'est un immense page jaune ou page blanche, mais progressivement, on va avoir des espaces d'activité dédiés. Donc, par exemple, dans le réel, il y a la cantine où on se réunit, ou ici, où on se réunit pour parler de choses spécifiques. Il y a Quaip, par exemple, aussi, où on va vraiment venir pour partager et se trouver autour des bons plans shopping ou bar. Il y a Cozop, où on va venir se réunir, et là, on va parler d'informations en ligne. Où il y a Peuplade, où on va venir effectivement dans un réseau ultra local pour se rencontrer entre voisins. Et les réseaux sociaux permettent l'action, et une action collective de masse automatisée. Donc en fait, aujourd'hui, on est en train de construire des systèmes qui permettent à des gens, en masse, en gros volume, de réaliser une action. Par exemple, la Mobizen, c'est le covoiturage, et les gens peuvent s'auto-organiser à grande échelle. Donc voilà un peu pour vous introduire ce que je perçois comme étant l'interactivité. Donc des gens qui interagissent et pas que des médias interconnectés. Et ces derniers temps, j'ai essayé de montrer aux agences de com et aux annonceurs comment on pouvait arriver à avoir de l'interactivité. Et donc c'est là où je me suis souvenu de ce que me disait Daniel sur les contenus, qu'aujourd'hui il y a une nouvelle forme de publicité à base de contenu qui permet aux gens d'utiliser du contenu éditorial utile pour faire des choses. Donc on parle de recettes, il nous en parlera en détail. Mais et ça rejoint quelque chose que j'avais trouvé qui était assez intéressant, qui s'appelle la brand utility. C'est comment les marques aujourd'hui se rendent utiles, se donnent à vivre, créent des expériences et mettent en ligne ou à la télé ou impriment des choses qui ne vont pas interrompre les gens au mauvais moment, mais plutôt que les gens vont venir chercher au moment où ils en ont besoin pour réaliser quelque chose. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Au niveau des médias aussi, où j'en suis où ? Voilà. Au niveau des médias, ces derniers temps, moi, j'ai pas mal regardé ce qui se passait avec la Connected TV ou la Social TV. J'ai l'impression que tous les médias en fait deviennent interactifs. On peut maintenant échanger, se parler en direct, et la cible est de moins en moins passive. Moi, je disais au syndicat national de la télé que maintenant qu'on va pouvoir effectivement échanger et se parler autour des contenus, l'audience n'est plus passive parce qu'elle est en train de réaliser quelque chose. Pour eux, c'était très difficile à comprendre et à admettre que leur audience n'était pas passive, même si elle était en face de l'écran. Et rien que le fait, à mon avis, d'envoyer un texto ou de dialoguer, c'est déjà ne plus être passif, quoi. C'est déjà une forme d'interaction, c'est une forme d'utilisation d'interaction autour des contenus, quoi. Donc tous les médias, effectivement, permettent aujourd'hui le dialogue, permettent l'action. Et on commence à comprendre que l'action, elle n'est pas en ligne ou offline, elle se déroule dans la tête. J'ai une trajectoire, je suis en train de vouloir réaliser quelque chose, faire quelque chose. À un moment donné, je vais effectivement aller online ou utiliser mon mobile pour le faire, ou je vais aller dans un magasin et le faire dans la vraie vie. Donc ça, c'est François qui nous parlera du bimédia. Je trouve ça très intéressant. Et quand je suis allé, j'avais un rendez-vous chez Au Féminin et on a parlé du média au féminin. J'ai trouvé que c'était vraiment un média génial parce que il avait à la fois des espaces publicitaires, des contenus et des gens. Et qu'il y a une véritable communauté derrière Au Féminin qui échange, à qui on peut poser des questions si on a un annonceur. Ils sont là, à un moment donné, vous les avez appelés la communauté des invisibles. Parce qu'il y a aussi des gens qu'on ne voit pas parler, mais qui existent. Et à un moment donné, ils ont envoyé un petit message en disant, je ne sais pas si c'était vous ou si c'était des membres de la communauté, en disant, est-ce que les invisibles, vous êtes là ? Et il y a des gens qui ont répondu, oui, je suis là, mais bon, j'aime pas trop me montrer, je vous suis ce que vous faites. Bon, et voilà, là, c'est un média qui n'a plus simplement une audience, c'est un média qui a une communauté. Et donc, c'est pour ça que je suis très content d'avoir Ségolène qui va nous en parler. Et donc, la formule magique, je l'avais mis au départ, c'est contenu. C'est que l'interactivité dépend des contenus, des gens et des réseaux. Et ensuite, comment on fait ça quand on est dans une agence de com ? Comment on fait pour
construire des campagnes où il y a des contenus qui sont en ligne ou qui passent à la télé qui soient utiles, comment on fait pour qu'il y ait des gens qui interagissent autour de ces contenus, qui se parlent ou qui réalisent des actions, et comment on fait pour choisir les bons médias sur lesquels et à partir desquels les gens vont rentrer en contact. Et bien ça, à mon avis, ça demande de nouveaux métiers. Donc je prêche pour ma paroisse en disant que le planeur stratégique, effectivement, va devenir non seulement digital planner, non seulement un connection planner, donc un planeur stratégique qui maîtrise l'ensemble des points de contact, mais bien sûr, comme depuis 50 ans, le planeur stratégique qui maîtrise la marque, les insights conso. Donc aujourd'hui, tout ça, en fait, il va falloir des master planners qui intègrent tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on est tous en train de se spécialiser, ça devient un peu compliqué. Donc, mais c'est pas parce que le planeur stratégique est devant la phrase que il est supérieur aux autres. Les autres métiers qui montent, c'est content manager. Donc ça arrive, c'est gestionnaire de contenu, ça arrive des États-Unis et de l'Angleterre. Ce sont des responsables éditoriaux en général qui prennent de l'ampleur, qui construisent une stratégie éditoriale, qui prennent en compte la marque, qui deviennent qui prennent tous les atouts d'un concepteur-rédacteur qui travaille en agence avec une forte spécificité éditoriale. Le content manager peut être un content stratégiste et dans ce cas-là, il devient planeur stratégique 2.0 s'il maîtrise les autres. Mais il peut avoir une dimension stratégique. Le community manager, celui-là on le connaît depuis 1 an, 2 ans. Donc voilà, c'est assez clair. C'est la personne qui gère les communautés, mais aussi va insuffler des dynamiques. C'est pas que quelqu'un qui gère la conversation. Et le concepteur multimédia, donc on l'oublie beaucoup, alors que c'est quand même un métier qui existe depuis très longtemps. Designer interactif, concepteur multimédia, c'est la personne qui va gérer effectivement tous les outils, toute la dimension interface, comment l'outil que j'utilise est approprié à l'usage qui va en être fait, et comment finalement l'interface s'efface pour faire que j'ai une utilisation fluide. On connaît le métier d'ergonome. Le designer interactif intègre une part d'ergonomie. Le designer interactif est capable aujourd'hui de développer des plateformes ou des services qui soient appropriés à l'usage et qui soient aussi appropriés à la marque. Dans ce cas-là, il devient planeur stratégique 2.0. Voilà un peu l'idée. Et je vais passer la main dans 2 secondes à... Tu étais prêt sur ta présentation ? Bon, allons-y. Tu vas nous parler de brand content. C'est bon ? Ouais. Bonjour à tous. Donc, Jérémy m'a chargé de faire une introduction un peu sur le panorama du brand content, son histoire, définition, etc. Et bien évidemment, comme la thématique aujourd'hui c'est la question de l'interactivité, j'insisterai un peu plus sur en quoi il y a une dimension interactive importante dans le brand content. Alors, tout premier mot, juste pour vous situer ma trajectoire personnelle, parce que Jérémy a expliqué la sienne. Moi, ça fait depuis 20 ans que je m'intéresse à la question de l'association entre les marques et les contenus. Puisque quand j'ai créé Calicanti en 90, la première chose que j'ai faite, c'est une étude qui s'appelait Marque et Sponsoring Télé, qui visait à comprendre les effets qu'avait le fait de rapprocher un contenu avec une marque. Depuis, il y a eu beaucoup de choses. J'ai fait travailler notamment sur les problématiques du public rédactionnel, du placement de produits, des formats publicitaires. En 2007, j'ai eu une première commande d'une étude sur le brand content que j'ai renouvelée très récemment en 2010. Et ça s'est accompagné par pas mal de lectures, notamment américaines, parce qu'il y a une grosse bibliographie d'ouvrages sur les questions de contenu aux États-Unis. Et donc en 2007, voilà, il y a 3-4 ans, les exemples qui étaient un peu les exemples référents en domaine de contenu. C'était l'affaire Twingo, c'était E égale moins de CO2, c'était Bud TV, je ne sais pas si vous vous souvenez, Bud avait pour 60 millions de dollars lancé une chaîne de télé qui n'a pas très bien marché, qui s'appelait Bud TV, c'était Quartier Love, des courts-métrages d'Olivier Dahan, c'était toutes sortes de choses, et c'était aussi Fight for Kisses,
contenu à succès de Wilkinson. Toujours sur cette introduction, je voudrais insister sur le fait que dans ce métier du brand content, on a des acteurs qui viennent de 3 origines différentes. On s'aperçoit que interviennent dans ce métier à la fois des gens qui sont d'origine de la production, par exemple Matching Room, c'est quelqu'un qui vient du domaine de la musique, ou je ne sais pas si vous connaissez YouSync. YouSync est la filiale de Universal Music, dont le travail c'est de rapprocher les artistes musicaux avec les marques. Donc des gens qui viennent de la production. Mac Lesguy et Jamie Gourmaud sont devenus un peu les porte-parole des marques dès qu'il y a un discours scientifique. Deuxième type d'intervenants, les médias, parce que les médias se mettent à travailler directement pour les marques et à leur proposer des solutions en termes de contenu, que ce soit Dailymotion ou d'autres. Et les agences sont également acteurs, pas seulement les agences historiquement éditoriales, mais également les agences médias, les agences de publicité, les agences de promo, les agences digitales. Donc le sujet du contenu de marque, c'est intéressant, c'est un sujet où se retrouvent et convergent 3 types d'acteurs. Alors, donc, j'ai commis avec Mathieu Guével ce livre en octobre 2009, et c'est un peu le moment où le mot brand content a commencé à se propager. Et vous allez voir qu'en fait, c'est une notion qui est ancienne, mais c'est vrai que l'expression en France de brand content a vraiment émergé suite à ce bouquin. Et d'ailleurs, il y a d'autres ouvrages qui sont en production. Il y a un livre blanc qui vient de sortir qui s'appelle Luxe et Brand Content, qui est téléchargeable à l'adresse luxe-et-brandcontent.com. Et également, donc, nous avons, dans la continuité du bouquin, lancé un blog, un site de veille, un annuaire, un grand prix, un club, et toutes sortes de choses. Et là maintenant, on est en train de segmenter en faisant des choses autour du brand content sportif, brand content B2B, brand content santé, etc., etc. Voilà. Donc, c'était pour situer un peu d'où je parlais. Hein. Donc, c'est un institut d'études qui a une expérience importante dans l'étude des marques et des médias, et qui a décidé de se focaliser en particulier sur la question du brand content. Alors maintenant, pour bien comprendre un phénomène, la première chose, c'est de regarder ce qui se passe historiquement et d'où ça vient. Donc le brand content, on peut dire il y a déjà des expériences dès les années 1850, hein, dès le début des marques. Bon, pour prendre des exemples un tout petit peu plus récents, les Black Carambar ou le guide Michelin, c'est déjà des actions de contenu de marque. Hein, quand les 2 frères Michelin, il y en a un qui s'est plutôt occupé des voitures, l'autre qui s'est plutôt occupé des guides, mais qu'est-ce qui s'est passé lors de l'exposition universelle de 1900 ? Il y avait à l'époque 3500 voitures, hein, c'était pas beaucoup, mais il fallait bien donner des endroits où circuler, savoir où s'arrêter, où changer ses pneus, où déjeuner. Et donc, une chose qui a été faite par la société Michelin, ça a été d'offrir des guides Michelin avec de la publicité à l'intérieur à ces différents conducteurs de voitures. Et c'est déjà en soi une action de contenu de marque. Donc, je prends d'autres actions un peu plus récentes. Black & Decker a une collection d'ouvrages qui explique extrêmement bien tous les travaux de bricolage dans la maison. C'est illustré avec des produits Black & Decker, mais c'est des ouvrages qui étaient vendus. Moi, j'en ai acheté un 100 francs il y a à peu près 15 ans. Et c'est bien signé Black & Decker. C'est pas parce que c'est signé par la marque que c'est donné. Vous voyez ? Donc voilà un autre exemple qui montre que c'est un phénomène quand même qui a une certaine ancienneté. Le livre de recettes Seb, je ne sais pas si vous avez acheté une cocotte minute dans les années 60 ou vos parents, en tout cas, était offert avec le livre de recettes Seb. Ça a été tiré à 1 500 000 exemplaires. Un bouquin avec plein de suggestions pour utiliser la cocotte. Et ce qui est sympathique, c'est qu'à l'intérieur de ce livre, il y avait également d'autres marques comme Mousseline, Maïzena et plein d'autres, qui avaient chacune 2 pages et qui ont également vulgarisé des recettes et des manières d'utiliser des ingrédients et qui ont participé au financement de ce livre. Donc vous voyez, là c'est un média gratuit, enfin en tout cas un média qui a accompagné à la cocotte, mais dans lequel on a pu avoir des co-annonceurs qui sont venus participer. La Croisière jaune, donc c'est 1931, c'est déjà une action de brand content. Ce qui était important dans la Croisière jaune, c'est à la fois c'est un défi technique, puisque c'était l'idée de traverser le continent asiatique avec 7 ou 8 chenillettes.
de la marque Citroën. C'était un défi diplomatique, c'était un défi humain. Il y a des gens qui ont perdu leur vie dans cette histoire. Mais c'était aussi un défi médiatique, puisque dans les 7 ou 8 chenillettes, il y en avait 2 ou 3 qui étaient consacrées au tournage de l'épopée, qui était reporté via les actualités cinématographiques. Et donc, il y avait vraiment une volonté de médiatiser. Il y a eu pas mal de livres qui ont été produits, il y a eu plein de produits dérivés. Donc, c'était pas juste une action pour une action, c'était vraiment une action médiatisée. Et d'ailleurs, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, pratiquement un siècle plus tard, un peu moins, beaucoup de gens se souviennent de cette épopée et ça a beaucoup marqué l'image de Citroën. Je vous disais, dès les années 1850, il y a déjà eu du contenu, puisque à l'époque, c'était plutôt des cartes réclames, on appelait ça des chromographies. Donc les chromos, c'était des petites images offertes aux enfants pour les fidéliser, des images qui étaient instructives, qui étaient informatives. Et souvent, c'était les marques qui faisaient bénéficier de leur savoir lié à leur dimension internationale, lié à leur dimension technique, et qui vulgarisaient plein de notions. Alors, une autre chose que je trouve assez formidable, c'est que la marque Poulain, qui a innové à bien des égards dans le domaine de la communication, a contribué à promouvoir le cinéma. Ils étaient propriétaires de plusieurs centaines de salles de cinéma. Et dans les tablettes de chocolat Poulain, il y avait des billets de faveur qui permettaient de rentrer à tarif réduit dans les salles de cinéma. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la marque Poulain utilisait ces produits pour promouvoir des expériences auxquelles les gens n'avaient pas accès ou vers lesquelles ils n'étaient pas naturellement allés. Donc on voit bien cette idée que les marques ont, dans leurs projets possibles, l'idée d'inviter les consommateurs, leurs consommateurs, à découvrir, avoir accès à des nouvelles choses sur lesquelles ils n'étaient pas allés. Poulain est également à l'origine du Grand Prix de la montagne dans le cadre du Tour de France. Bon, Banania. Il y a beaucoup de recettes de cuisine qui figurent sur les packaging des produits alimentaires. Voilà. Donc, c'était un petit balayage historique, mais pour vous montrer que cette notion de contenu, elle n'est pas née avec le digital. C'est sûr que le digital est une énorme accélération d'utilisation du contenu parce que, évidemment, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de diffuser du contenu que ça ne l'était à l'époque. Il fallait enregistrer des cassettes VHS ou produire des livres. Néanmoins, l'idée que des marques créent des contenus, c'est quelque chose qui est assez naturel. Et je dirais même que c'est assez naturel chez les entrepreneurs. On s'aperçoit que les entrepreneurs, que ce soit André Citroën ou aujourd'hui le propriétaire de Red Bull, ils ont une propension naturelle à aller au-delà de juste leur activité banale de production de produits. Ils ont envie de marquer leur temps, de laisser quelque chose qui aille au-delà de la consommation simple. Et donc, ils sont beaucoup plus à l'aise que les dirigeants de multinationales pour prendre des initiatives dans le domaine des contenus. On peut prendre un autre exemple, par exemple Luciano Benetton avec le magazine Colors, c'est pareil, c'est encore une démarche d'entrepreneur. Alors, quand on regarde, et si vous allez sur le site de Veille, vous verrez plus de 850 exemples de brand content, donc il y en a beaucoup, hein, il y en a pas. Donc quand on les regarde, on peut globalement les classer en 3 grandes catégories. Donc il y a les contenus de type ludo-divertissant, les contenus info-découverte et les contenus utiles et pratiques. Alors on va faire une petite promenade. Donc en 2000, il y a un exemple de contenu qui a beaucoup marqué, qui a été assez fondateur. En 2001, c'est les courts-métrages qu'a produit BMW aux États-Unis et qui lui ont permis d'asseoir une image assez forte. Alors BMW a donné carte blanche à des grands réalisateurs comme Wong Kar-wai, Frankenheimer, etc., sur des courses-poursuites de voitures. C'était des films de 8-9 minutes dont on valorisait les performances. Et ces films ont donné une image très moderne à un public large, bien au-delà des acheteurs potentiels de BMW. C'était vraiment une manière de magnifier la marque tout à fait intéressante. Et c'était pas du contenu déconnecté du produit, puisque les voitures étaient au cœur de l'histoire. J'ai fait récemment dans mon blog un article sur le placement de produits, parce que le placement de produits dans le brand content, comme on peut l'imaginer, n'a rien à voir avec le placement de produits traditionnel. Le placement de produits traditionnel, on greffe un produit à l'intérieur d'une histoire, alors que le placement de produits dans le brand content, on crée une histoire autour du produit. Et donc là, ça donne beaucoup plus de puissance et beaucoup plus stratégique et beaucoup moins anecdotique.
Alors, des choses également assez anciennes. Pampers, à l'époque, c'était de la VHS, puis après, c'était des DVD, a diffusé depuis toujours du contenu sur la vie intra-utérine. Donc, pour intéresser les mères, bien avant qu'elles aient besoin de couches, on leur explique ce qui se passe dans leur ventre. Donc, vous voyez que c'est une spécificité du contenu de marque. Au lieu de s'adresser à l'acheteuse de couches, on s'adresse à la femme, à l'être humain. On est beaucoup plus... Et du coup, les points de contact psychologiques sont beaucoup plus larges. Quand vous adressez uniquement à l'acheteuse de couches, si on n'a pas besoin de couches, si j'en ai déjà, si j'ai une autre marque, je me ferme. Si je m'adresse à l'être humain, à la femme susceptible, plus tard, ou à un autre moment d'acheter des couches, là, les points de contact sont beaucoup plus larges. Alors, Johnson & Johnson, j'aime bien cet exemple parce que il est présent dans 25 pays. Quel est le média consacré au bébé qui est présent dans 25 pays ? Et c'est ça aussi la puissance des marques. Quelquefois, les marques, elles ont un complexe par rapport aux médias classiques vis-à-vis de cette problématique de contenu éditorial. Sauf que les marques, elles ont des réseaux mondiaux que n'ont pas les médias, et elles ont cette capacité d'exister dans un très grand nombre de pays. C'est aussi le cas de Benetton. Donc, je vous disais, le digital permet d'accélérer le développement des contenus, et donc typiquement, il y a beaucoup d'applis iPhone plus ou moins intéressantes. Un exemple, c'est Devenir maman par Nestlé. Donc des applis iPhone qui proposent des contenus dans sa poche pour réfléchir au prénom de son enfant ou savoir de quoi il a besoin mois après mois. Ulan's Always, tout le monde doit plus ou moins connaître, tellement ça a été évoqué. Moi, j'aime bien cet exemple de l'association de Coca avec Mika, parce que, alors, c'est vrai que c'est pas complètement du contenu, on pourrait dire, mais c'est d'une certaine manière, c'est de l'éditorialisation de la bouteille, et que c'est une association très riche, et où on voit que, à la différence de Justice, qui était le partenaire l'année d'avant de Coca, l'association avec Mika est beaucoup plus intelligente et beaucoup plus forte. Mika amène le vert. Le vert, c'est un peu le vert paradis des amours enfantines. Le vert, c'est la couleur des enfants. Et donc, Mika amène à Coca, dans ce packaging, dans cet univers, amène notamment la dimension enfantine. Il amène plein d'autres choses. Il amène tout son univers du bonheur, puisque c'est quand même cette idée de l'happiness bottle. Et Mika incarne particulièrement bien cette notion du bonheur. Alors, dans un autre domaine, L'Oréal a créé une série de bouquins sur la beauté, qui s'appelle 100 000 ans de beauté, qui se présente sous forme d'une pyramide. Quelle est la meilleure manière de réfléchir à son métier, de s'associer à cette thématique de la beauté, que de commettre un livre aussi général sur la beauté à travers les âges et les civilisations. Henkel, lui, s'est intéressé plutôt à toutcoller.com, Actimel, Fred et Jamy et le système immunitaire. Pyrex a créé une série de petits livres sur les recettes de cuisine qu'on peut faire à partir des mini-plats Pyrex. Magie propose des recettes de cuisine à base d'ingrédients Magie. Whiskas donne évidemment des conseils sur qu'est-ce qu'on peut faire autour du chat, l'amour du chat. Mars a monté un réseau de chaînes de télévision dans les salles d'attente des vétérinaires. Il s'appelle TV Veto et qui permet de découvrir une boucle de programmes régulièrement actualisée sur les animaux. Renault TV est une chaîne de télé 24 heures sur 24 qui est diffusée non seulement en IPTV mais également sur canal satellite. Nerf est une série de 3 courts-métrages de 1 minute 30 assez sympathiques qui ont été réalisés par la société de production Courtrage-Meux, qui est une société qui fait partie de Dailymotion. Et ces courts-métrages sont des parodies de films qui invitent dans lesquels on voit des adultes qui jouent avec des pistolets en mousse. Et ces films sont des invitations à soi-même rejouer des scènes avec des pistolets en mousse. Donc vous voyez, comme manière de donner envie d'utiliser des pistolets en mousse, c'est tout à fait intéressant. Canopée, c'est le magazine que produit Nature et Découverte. C'est un magazine annuel qui est diffusé à 10 000 exemplaires, donc c'est pas non plus un best-seller, mais en tout cas, quand on regarde et quand on feuillette Canopée, on comprend l'engagement qu'a Nature et Découverte dans le domaine de l'écologie, et ça montre que c'est pas juste des vendeurs de produits rigolos à base de nature et de bonnes
dimension artistique, que c'est un endroit, une entreprise qui vraiment s'interroge sur son métier. Vous voyez, il y a une phrase qui est « Conservons notre curiosité, respectons la vie, ne cessons jamais de nous émerveiller ». Eh ben, ils font de cette phrase la leur et ils ont un vrai projet qui s'incarne notamment dans ce magazine. Alors, bon, on pourrait en dérouler beaucoup des exemples. Je vous propose de clore le panorama avec 3 grandes catégories qui sont le luxe, le B2B et l'international. Le luxe est en très grande affinité avec le contenu de marque parce que souvent les créateurs de contenu de luxe sont également en relation directe avec les artistes. Et je trouve que Louis Vuitton est certainement une des sociétés qui a le mieux appréhendé cette question. Ils ont fait notamment un livre qui s'appelle Art, mode et architecture qui regroupe le travail de 80 artistes qui ont travaillé pour Louis Vuitton. C'est-à-dire que dans le même livre, vous avez des gens qui ont fabriqué des vitrines pour Louis Vuitton, qui ont fabriqué des produits, qui ont fait des photos pour des campagnes de pub, qui ont réalisé des objets, et on voit toutes leurs démarches racontées. Et donc, par rapport à quelque chose qui est très dispersé, qui est plein d'actions entreprises par Louis Vuitton dans le monde, on a même les architectes qui ont fabriqué des magasins Vuitton à travers le monde, par rapport à quelque chose qui est très dispersé, vous avez la possibilité de réunir dans un seul livre l'ensemble de la démarche. Bulgarie, je vous invite à aller voir l'exposition qui va avoir lieu à partir du 10 décembre au Grand Palais, qui rend hommage à tout le travail artistique de Bulgarie. J'aime mon carré, là pour le coup c'est un contenu avec une forte dimension interactive, puisque on voit des gens du monde entier qui portent des carrés Hermès à leur manière. Bon, c'est sélectionné, hein, c'est pas n'importe quelle photo, il y a quand même des critères, mais en tout cas, ça montre que le carré Hermès c'est pas juste un truc beige un peu classique, que c'est un produit très ouvert et qui est susceptible de multiples interprétations. Dior donne des conseils maquillage sur une chaîne dédiée qui s'appelle sur YouTube. Naoness, c'est une galerie culturelle du luxe créée par une start-up de LVMH, là où Condé Nast ou elle aurait dû lancer quelque part un espace où on aurait rendu compte de toute la richesse du contenu des marques de luxe. Et ben c'est une marque de LVMH qui l'a fait. Donc le Grand Palais est un haut lieu du contenu de marque. Je trouve que l'opération qu'a fait Hermès, qui s'appelle le saut Hermès, est extrêmement intéressante avec moult détails. Le court-métrage de Dior Homme, il s'appelle, je ne sais pas si vous l'avez vu, la version de 5 minutes avec Jude Law est beaucoup plus intéressante que le spot de pub. Et ça permet vraiment de se rendre compte de qu'est-ce que c'est que le comportement d'un homme de bon goût. Quand vous mettez côte à côte le court-métrage et le spot c'est assez simple, c'est rendez-vous au Trocadéro, j'aurai tel parfum, tu me reconnaîtras. Le court-métrage, c'est 5 minutes pour rentrer dans l'univers de Jude Law, de voir ses chaussures Dior, ses chemises Dior, sa manière d'être, avec beaucoup plus d'ambiguïté dans l'histoire, une montée en puissance beaucoup plus longue. Et c'est beaucoup plus, à la fin, on est beaucoup plus attaché à ce personnage et à cette égérie et à son univers que dans le spot de pub qui est un peu une réduction. Donc, Vuitton, c'est une multitude d'initiatives que vous voyez là. Chanel, c'est également beaucoup d'initiatives, du Chanel Mobile Art, en passant par les défilés et par plein d'événements. Hermès, c'est aussi l'exposition Orient Hermès, c'est des livres, c'est des interviews, du nez d'Hermès, c'est plein de choses. Voilà. Donc ça, c'est le luxe. En B2B, j'insisterai peut-être plus sur Heineken, qui a le seul vrai magazine destiné aux tenanciers de débit de boissons. Il n'y a pas de presse professionnelle pour cette population. La seule presse qui existe, elle est réalisée par Heineken. Ils ont également un concours de biologie destiné aux apprentis cuisiniers. Accenture, et là pour le coup c'est vraiment de l'interactivité, puisque l'objectif d'Accenture à travers cette Web TV, ça a été de fédérer les 500 plus gros DSI. Donc les 500 plus gros directeurs de services informatiques sont co-contributeurs d'une Web TV. Ils sont associés au comité éditorial, ils sont invités, ils sont interviewés. Et donc on voit bien que le contenu est surtout un bon moyen d'animer la communauté des DSI. Alors, on parle un tout petit peu d'international. Colors, c'est un magazine qui existe depuis plus de 20 ans, qui est diffusé dans énormément de pays, qui est vendu et qui vient de sortir sur l'iPad.
Yes Virginia, ce serait un peu long à expliquer. Green Planet, c'est bien au-delà d'une opération de contenu, puisque c'est carrément une opération de reconstruction d'une ville qui a été dévastée par une tornade. Et ce qu'a décidé de faire Dupont, c'est de profiter, entre guillemets, de cette ville dévastée pour faire une ville pilote, en apportant tous ces matériaux, tous ces outils, tout son savoir-faire, et en filmant cette opération. C'est vraiment une bonne illustration, l'ancrage dans le réel, une bonne illustration que le fait qu'une démarche de contenu, c'est pas juste une création d'un petit contenu comme ça qui existe à côté, c'est une démarche authentique, c'est une démarche engagée dans la durée. Alors, bon, Jérémy me fait signe qu'il faut que j'abrège, donc je pourrais revenir sur ces éléments, je peux juste vous dire... D'accord. Donc, il faut bien distinguer brand et branded content. Le brand, c'est quand la marque est à l'initiative du contenu, alors que le branded, c'est quand la marque s'associe à un contenu préexistant. Hein, donc le branded, c'est plutôt le parrainage, alors que le brand content, c'est plutôt la logique de l'édition. Bon, je passe des illustrations du parrainage. Ensuite, bon, ce qui est important de noter, c'est les trois grandes spécificités du contenu. Hein, la première, c'est le fait d'apporter quelque chose qui a de la valeur. Un spot de pub, si on achète, est souvent surtout un moyen pour vous donner envie d'acheter quelque chose qui, au moment où vous l'achèterez, aura de la valeur. Mais alors que le contenu de marque a de la valeur en soi, même si vous n'achetez pas le produit qui va avec, c'est un service qu'on vous rend, c'est un plaisir qu'on vous donne, et c'est donc un contenu intéressant avant d'être intéressé. La deuxième caractéristique du contenu de marque, c'est que c'est rayonnant. Là où la pub est focalisée sur la 4e lame de tel rasoir ou sur le nouveau goût chocolat de telle tablette de chocolat, le contenu va être beaucoup plus large. Quand le Pampers parle de la vie intra-utérine, il n'est pas focalisé sur le côté autocollant de la couche, il parle d'un monde beaucoup plus ouvert et beaucoup plus vaste. Et on s'aperçoit que c'est une efficacité quand même bien plus grande sur le consommateur. Et la troisième caractéristique du contenu, c'est qu'on s'adresse à l'individu, à la personne, avant de s'adresser au portefeuille et au consommateur. Les grands critères d'efficacité du contenu de marque, il y en a trois, enfin les grands leviers. Il y a la performance éditoriale, il y a le bénéfice pour la marque, il y a la visibilité. Alors, performance éditoriale, je pense que s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il faut viser la haute satisfaction. Le contenu de marque ne peut être d'une qualité médiocre ou moyenne. Il faut viser l'enthousiasme. Dans le domaine du cinéma, il y a eu un label qui a été délivré qui s'appelle le label Coup de foudre. Parce qu'effectivement, dans le domaine culturel, seule la haute satisfaction compte. On ne parle que des films qu'on a adorés. On ne parle pas des films qu'on a trouvés sympas. C'est pas la même chose dans le domaine des produits. Dans les produits, vous avez une éponge qui fonctionne plus ou moins bien. Bon, ben, vous êtes content de votre éponge. Or, là, on est en train bien de parler de contenu culturel fait par les marques. Donc, il faut viser l'enthousiasme. À tel point que, idéalement, le contenu de marque, il doit pouvoir être vendu. Hein, Colors Magazine sur l'iPad, il est vendu. Il est vendu 2 ou 3 euros, mais il est vendu. Castorama a fait un bouquin, s'appelle Lancez-vous, il est vendu 23 euros. En termes de type de contenu, on s'aperçoit qu'on attend avant tout des marques, des contenus utiles qui facilitent la vie, avant les contenus divertissants. Bon, certes, il y a 70% des jeunes qui attendent des contenus divertissants, mais si on prend la cible des ménagères, on voit bien qu'il y a 85% qui attendent des contenus utiles qui facilitent la vie, versus 45% qui ludiques et divertissants. Parce que la mission première des marques, c'est quand même avant tout de rendre service. Deuxième levier, donc c'est le rejaillissement pour la marque. Je dirais que les 4 critères pour réussir une association de marque contenu, c'est implication, association, adéquation, articulation. Et ça passe notamment par le fait qu'il y ait une vraie fusion entre les codes de la marque et les codes du contenu. On ne peut pas juxtaposer, et c'est sans doute le gros défaut du parrainage télé ou de l'opération de ce type, qu'on ait vraiment du plaquage entre le logo du parrain et le générique de l'émission. Le contenu, en bonne et due forme, il doit être un contenu où les codes de la marque et du contenu sont fusionnés. Le meilleur exemple, c'est sans doute Red Bull, où la présence de la marque est magnifique à plein d'égards. Non seulement ils ont créé des événements qui portent des noms Red Bull Fighters, Red Bull Air Race, mais ils ont plein de manières d'être présents dans l'événement,
par des placements de produits, par des objets qui rendent totalement naturel et légitime l'association à Red Bull. Le troisième critère, c'est la visibilité, parce que vous pouvez faire un très beau contenu très bien associé. S'il n'est pas vu, c'est un vrai problème. Et la visibilité, c'est pas une visibilité qui doit être que digitale, elle doit aussi être ancrée dans le monde sensible et dans le monde réel. Jérémy en a parlé tout à l'heure. On doit proposer, la marque ne doit pas être uniquement dans la création d'un contenu évanescent, mais proposer en association des expériences, des événements, des objets. Et donc, quand Picard parle des recettes de cuisine, ils font un livre très concret. Quand, par exemple, Signal fait quelque chose autour de la brosse à dents et des enfants, eh bien, il propose de télécharger et d'imprimer un calendrier où chaque enfant va pouvoir noter les jours où il s'est bien brossé les dents. Et donc, on voit bien qu'on est dans le monde réel. Pour moi, mon plus bel exemple de contenu, c'est sans doute ce qu'envoie Procter à toutes les mères d'enfants, de jeunes filles de 11 à 12 ans, une enveloppe avec un petit contenu pour la mère, un petit contenu pour la fille, qui explique c'est quoi les règles, qu'est-ce qu'il faut faire, comment, et avec un peu d'échantillon. Ça, c'est du contenu intelligent, articulé au produit, et qui est particulièrement intéressant parce qu'il arrive dans un excellent contexte de réceptivité. Le moment où la mère et la fille vont devoir aborder cette question des règles, eh bien, il lui fournit la matière pour ce moment clé. Bon, après, je peux revenir plus tard. Merci Daniel. Il marche le micro là ?